Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, les gagnants et les perdants de Notre-Dame-des-Landes, les cris de joie des zadistes qui ne veulent pas déguerpir et les drapeaux en berne de la commune en bout de piste de l'aéroport actuel. Seul à droite, Alain Juppé salue le courage du gouvernement, tandis que les élus locaux, quasi unanimes, dénoncent une capitulation. Dossier et reportage dans un instant. Et à 8h15, question au chef du parti présidentiel, Christophe Castaner, invité d'Europe Matin. Dans ce journal encore, les préparatifs de fermeture de Fessenheim, EDF qui discute avec Londres de 2 nouveaux EPR. Le sommet franco-britannique aujourd'hui, Theresa May va promettre à Emmanuel Macron un meilleur accueil des migrants entre Calais et Douvres. Le début des états généraux de la bioéthique, près de 6 mois de débat sur les limites des sciences du vivant. Et à l'instant, à l'Open d'Australie, la défaite de Monfils face à Djokovic. Il n'y avait pas de bonne décision, explique Édouard Philippe, mais il y a bien ce matin des gagnants et des perdants. Gagnants, les zadistes qui, malgré l'appel du Premier ministre à quitter les lieux d'ici au 30 mars, entendent pousser leur avantage, rester sur place et même créer une sorte de principauté zadiste à Notre-Dame-des-Landes. Martin Fenot. Dans les chants qu'ils entonnent en dansant sous une grange, citoyens, sois résistants. Les zadistes se préparent à faire barrage aux expulsions. Bon, maintenant qu'on n'aura plus d'aéroport, on va pouvoir commencer à mettre sur la table tout ça. Il a été reconnu que tous ceux qui voulaient vivre ici avec un projet établi, ils auront leur raison d'être. Au micro, un organisateur donne le mot d'ordre. Le refus de toute expulsion de celles et ceux qui sont venus habiter ces dernières années dans le bocage et qui souhaitent continuer à y vivre. L'un d'eux squatte une maison ici depuis plusieurs mois. On habite ici en fait, on va pas partir d'ici. C'est juste hors de question, en fait c'est hors contexte. Ici il y a plein de choses qui se passent, il y a un marché toutes les semaines. Il y a des gens, ils travaillent à la boulangerie, ils n'ont pas compris ce qui se passait ici quoi. Nous sommes encore là et nous resterons là. Ils affirment d'ailleurs qu'ils ne craignent pas une intervention des forces de l'ordre, persuadés, disent-ils, que plutôt que d'utiliser la force, l'État va tenter de négocier avec eux. Notre-Dame-des-Landes, Martin Fenot, Europe 1. Et à quelques kilomètres de ces cris de joie, des drapeaux en berne, ceux de Saint-Aignan, tout près de Nantes, village situé au bout de la piste de l'actuel aéroport de Nantes Atlantique. Théo Manval. Jusqu'à 90 décibels, 80 fois par jour en moyenne. À Saint-Aignan-de-Grandlieu, les avions qui décollent passent à 150 mètres au-dessus de vos têtes. Et si l'aéroport est modernisé avec une piste de décollage plus longue, il pourrait passer encore plus près, au-dessus de l'école où Nicole vient chercher son petit-fils. L'école maternelle. Mais alors ça passe vraiment au-dessus, quoi. C'est tout juste si on ne voit pas le pilote. Il y a la santé des petits-enfants. Ce projet, le nombre d'avions qui va passer, c'est pas faisable. Dans le village, tout le monde pensait se débarrasser enfin du bruit envoyé vers Notre-Dame-des-Landes. Complètement abasourdi, il a du mal à admettre. Le maire Jean-Claude Lemasson a même mis ses drapeaux en berne, car avec les règles sur les nuisances, c'est tout son centre-ville qui se retrouve menacé. Le bourg sera en zone B du plan d'exposition au bruit, c'est-à-dire qu'on ne peut rien construire. Ni construire, ni aménager ce qui existe déjà. Non, pour pas exposer les gens au bruit et aux nuisances, donc c'est fini quoi. Une commune sans bourg, c'est plus une commune. Il y a de la colère, ouais. Des coups de poignard, je ne laisserai pas faire. Jean-Claude Lemasson compte en effet déposer un recours ce matin devant le Conseil d'État. Saint-Aignan-de-Grandlieu, Théo Manval, Europe 1. Les élus locaux ne décolèrent pas de tous bords politiques. La maire PS de Nantes, Johanna Roland, et son prédécesseur Jean-Marc Ayrault dénoncent une trahison et un déni de démocratie. Un député La République En Marche de Loire-Atlantique, Yves Daniel, envisage de renvoyer sa carte d'électeur au parti présidentiel, parti dont le nouveau chef Christophe Castaner sera notre invité juste après le journal à 8h15. Aménagement, démantèlement, à présent c'est Fessenheim qu'il faut enterrer proprement. Le secrétaire d'État Sébastien Lecornu va passer 3 jours en Alsace pour préparer la fermeture de la centrale prévue dans 1 an. Et c'est déjà quelque chose, aucun ministre n'avait été vu sur place depuis 6 ans. Le maire de Fessenheim, Claude Brinder, attend des réponses et des compensations financières. Beaucoup d'agents EDF vont être amenés à partir sur d'autres sites et donc je m'attends à perdre entre 15 et 25% de la population, donc autant de taxes d'habitation, puisqu'en plus c'est quand même des hauts revenus, donc c'est plutôt eux qui sont contributeurs des rentrées fiscales de la commune. Le maire de Fessenheim, Claude Brinder, avec Charlotte Bechler. La fermeture de Fessenheim coïncidera avec la mise en service du nouveau réacteur EPR de Flamanville, une technologie sur laquelle
EDF continue de miser à l'export. Nicolas Barré, EDF tente de vendre aux Britanniques pas moins de 2 EPR supplémentaires. Oui, et de la part d'Emmanuel Macron qui rencontre aujourd'hui Theresa May à l'Académie militaire de Sandhurst près de Londres, le message est extrêmement fort. Le nucléaire est stratégique. L'État français a sauvé Areva en lui apportant 4,5 milliards d'euros. Ça n'est pas pour laisser tomber la filière. 2 EPR sont déjà en construction au Royaume-Uni. EDF a pris un très gros risque, celui de supporter le poids du financement dans ses comptes, plus de 22 milliards d'euros. Mais il y croit et c'est pour ça qu'il veut doubler la mise. Avec un risque pour les contribuables français. Alors EDF, oui, en est conscient. Du coup, la discussion avec les Britanniques porte sur un montage financier qui lui permettra de ne supporter qu'une petite partie de la facture. Mais ça ne change rien. Au fond, EDF est convaincu que le pari de l'EPR est sur le point de payer. La preuve, les Chinois sont en train de charger en combustible l'EPR de Taishan qui va bientôt entrer en production. L'EPR de Flamanville devrait être prêt à la fin de cette année. Et puis, après des années de déboires, notamment en Finlande, eh bien, EDF affiche sa confiance dans cette technologie. D'où ce nouveau pari britannique, risqué, certes, mais essentiel, vu de Paris, pour assurer la survie de la filière nucléaire française. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, merci. Le grand sujet du sommet franco-britannique aujourd'hui reste la question des migrants. Il y aura un nouveau traité pour compléter les accords du Touquet. Les Britanniques devraient accepter plus de migrants en accélérant les procédures et en contribuant financièrement au maintien de la frontière côté français. Comment ces décisions sont-elles vécues côté anglais? C'est l'enquête de 8 heures. Pour Europe 1, Sébastien Krebs s'est rendu à Douvres, juste en face de Calais, une ville qui a voté à 60% pour le Brexit et qui ne voit pas d'un très bon œil les concessions de Theresa May. Au pied des falaises calcaires, il regarde défiler les ferries avec inquiétude. La côte française est là, visible, juste en face. Et s'il y a bien une chose qu'Angela veut éviter, c'est de voir les soucis de Calais traverser la Manche. Nous sommes allés en France l'année dernière et c'était vraiment effrayant de voir tous ces réfugiés sur le bord de la route en descendant du bateau. Je me suis dit, pourvu qu'ils restent là-bas. Douvres est une petite ville tranquille. Les migrants y sont invisibles. Les camions ne font que passer. Mais les habitants ont bien entendu Emmanuel Macron menaçant de redonner la frontière aux Anglais s'ils ne coopèrent pas suffisamment. Ce retraité répond qu'il a voté pour le Brexit justement pour arrêter de donner de l'argent à l'Europe. Pourquoi on devrait payer pour ces gens? Il y a une frontière, c'est la Manche. Qu'ils l'utilisent pour les bloquer. Les Français font ce qu'ils veulent, mais ils auraient dû régler ce problème depuis longtemps. Un problème européen et surtout pas britannique. Nous avons déjà tellement de sans-abri, se lamente Karen. Nous n'avons pas les moyens, dit-elle, en découvrant que Theresa May devra accepter plus de réfugiés. Le député du coin s'étrangle, lui aussi. Les Anglais ont déjà assez payé, 140 millions d'euros ces 3 dernières années. Les plus farouches partisans du Brexit voudraient en finir, mais ils ne se rendent pas compte, s'énerve le maire adjoint Chris Precious. Douvres ne pourrait pas faire face. Nous n'avons pas les capacités, nous n'avons pas l'organisation nécessaire. Les gens ne veulent pas qu'on paye. Il y en a même qui disent qu'il faut reprendre la frontière, mais ils n'ont rien compris. Ils ne voient pas le défi logistique que ça poserait. Et les problèmes de sécurité, ce serait le chaos. Alors il faut tout accepter pour sauver l'accord, car il ne s'agit plus seulement des hommes, mais désormais des marchandises. Avec le Brexit, les formalités douanières vont revenir. Et Douvres est déjà saturé, 2 millions de camions par an. Personne ne voit comment ni où pourront s'exercer les contrôles dans ce port beaucoup trop petit. Douvres, Sébastien Krebs, Europe 1. 8h09, la suite du journal. Patrick Cohen. La PMA pour toutes, la congélation d'ovocytes, la sélection à la naissance, le choix de sa fin de vie, voilà le champ infini de la bioéthique et du poids de la science sur le vivant. C'est donc une vaste consultation qui débute aujourd'hui avec les états généraux de la bioéthique, des débats citoyens en région, un site internet, etc. Ève Roger, avec vous, quelques exemples de ce qui pourrait changer nos vies et dont les Français vont débattre jusqu'à début juillet. Il y a d'abord tout ce qui concerne la médecine prédictive. Aujourd'hui, grâce au progrès scientifique, il est possible de savoir qu'une personne va développer la maladie d'Alzheimer dans 20 ou 25 ans. Doit-on l'en informer tout de suite, à partir du moment où l'on n'a aucun traitement à lui proposer? Doit-on le stigmatiser vis-à-vis de sa famille ou de son travail? Compliqué. Et pour le professeur d'éthique médicale Emmanuel Hirsch, les nouvelles technologies aussi posent des questions qui ne sont plus du tout de la science-fiction. On peut manipuler aujourd'hui le cerveau de l'homme. La pensée peut être augmentée. On aura des puces qui vont donner des performances à des personnes qui seraient peut-être atteintes de maladies neurologiques
neurodégénératives. On est dans des domaines où on pourra anticiper le risque que telle personne commette tel et tel type de crime ou d'attentat. C'est de la science réelle aujourd'hui. La vraie question, c'est qu'est-ce qui est acceptable ou pas, jusqu'où on va aller. Et c'est maintenant qu'il va falloir répondre. Certains patients, par exemple, qui ont perdu la vue, peuvent dès aujourd'hui bénéficier d'une rétine artificielle. Est-ce que quelqu'un qui a déjà de bons yeux peut demander aussi d'avoir accès à cet implant pour voir encore mieux, plus encore que ses capacités naturelles? Les États généraux ont maintenant 6 mois de réflexion pour trouver des réponses. Ève Roger, le démantèlement d'un réseau de braqueurs chevronnés qui avait trouvé une cible plutôt originale, les dealers eux-mêmes. 6 malfaiteurs ont été arrêtés en flagrant délit alors qu'ils s'emparaient de la recette d'un trafic de drogue. Alain Acco. Au départ, quand ils ont vu ces braqueurs bien connus faire des repérages en région parisienne, les policiers ont cru aux préparatifs d'un gros cambriolage. En réalité, la cible était un collecteur de fonds chargé de rapatrier au Maroc l'argent du trafic de drogue. Pendant plusieurs semaines, les truands ne l'ont pas lâché. Ils ont multiplié planques et filatures sous les yeux stupéfaits des enquêteurs. Ils ont même posé une balise GPS sous sa voiture. Un vrai travail de flic qui leur a permis d'assister au transfert d'une valise contenant 400 000 € dans la soute d'un car garé aux portes de Paris qui était sur le point de partir pour le Maroc. Brassard police au bras, les braqueurs ont monté en faux contrôle des passagers et des bagages, bien sûr. C'est là que la BRI nationale est intervenue. Flagrant délit mouvementé, l'un des truands a pris la fuite en fonçant sur les policiers. Il a été arrêté 2 jours plus tard, près de la frontière espagnole. Cette figure du milieu gitan est soupçonnée de s'être reconvertie ces dernières années dans le braquage des go-fast et des collecteurs de l'argent de la drogue. Soupçon sans preuve, bien sûr, car ce type de victime n'est pas du genre à porter plainte. Alain Acco. Le football, énorme carton du Paris Saint-Germain hier soir face à Dijon. 8-0, dont 4 buts marqués par Neymar. Et puis le tennis à l'Open d'Australie. L'événement, c'était le retour à la compétition de Djokovic après 6 mois d'arrêt pour blessure. Face à lui, il n'y a pas eu de miracle. Le Français Gaël Monfils a remporté la première manche avant de perdre les 3 suivantes. C'est donc la 15e défaite d'affilée de Monfils face à Djokovic. Ça s'est passé il y a un quart d'heure à peine. Voilà pour le journal Europe 1.